Ok. Donc on va commencer. Bienvenue à tous. On va donc parler de test-driven développement. Je vais tenter de le décortiquer. Mais avant de vraiment commencer, j'ai quelques petites questions. Qui parmi vous est dev? Ok, une bonne majorité. Très bien. Qui a l'habitude de travailler avec des tests? Ok, parfait. Une bonne majorité. Qui pratique le TDD? Ok, moi, là, ok, quelques personnes. Qui s'est mis au TDD mais a arrêté? Moi aussi. Ok, quelques personnes et moi. Donc oui, je me suis mis au TDD, j'ai abandonné. Mais entre-temps, je m'y suis remise, d'où ma présence aujourd'hui, pour vous partager mon apprentissage et ma compréhension de la pratique. Donc je m'appelle Jacqueline Ranindo et je suis consultante chez Hippon Technologies. Mais pourquoi me suis-je mise au TDD? Tout simplement parce que c'est une bonne pratique. Voilà. Étrangement, ça n'a pas suffi pour que je me tienne de manière vraiment assidue. J'avais toujours la fameuse excuse de « il n'y a pas le temps ». Donc je repoussais à la prochaine fonctionnalité, au prochain sprint, donc en quelque sorte à jamais. À côté de ça, j'avais quelques frustrations, comme le syndrome de la page blanche. Je me lançais dans une fonctionnalité, mais je ne savais pas trop par quoi commencer. Ou encore l'effet tunnel. J'avançais encore et encore dans mon dev, et parfois, pas toujours heureusement, mais parfois, je me rendais compte, enfin quand je pouvais lancer l'application ou écrire mes tests, que j'étais parti dans la mauvaise direction. Et ça faisait mal. Aussi, en montant en compétence sur les différentes technologies que j'ai l'habitude d'utiliser, en faisant le bilan, je me suis rendu compte que ça m'arrivait d'écrire autant du code de prod que du code de test qui allait mal évoluer. Et je me suis posé la question, mais comment faire pour ne plus tomber dans ces travers et ne plus vivre ces frustrations? Ma solution, ça a été le TDD. J'aurais peut-être pu partir dans une autre direction, mais voilà, c'est la voie que j'ai choisi de prendre. Et cette fois, pour m'y tenir, j'ai pris quelques bonnes résolutions. La première étant d'y aller petit pas par petit pas. Plutôt que de vraiment essayer de me mettre au TDD by the book, j'ai juste fait du test first, donc écrire mes tests avant, pour changer mes habitudes. J'avais conscience que ce n'était pas exactement du TDD, mais mon objectif c'était de me rééduquer, de vraiment changer mes habitudes pour après, petit à petit, affiner ma pratique. Autre bonne résolution, s'entourer de personnes qui s'y connaissent. De manière un peu radicale, j'ai changé d'entreprise. Donc je ne recommande pas forcément, même si moi ça m'a bien réussi. De manière moins radicale, faire des katas, donc des exercices de programmation avec d'autres personnes donc, qui s'y connaissent, ça peut aussi bien aider. Donc ça peut être vos collègues ou même des personnes que vous ne connaissez pas, notamment dans des meet-up par exemple. Et puis consolider le tout avec de la théorie. Sur le sujet, Ken Beck, c'est ma référence. Donc Ken Beck, c'est une personne à qui on doit beaucoup dans notre secteur de l'ingénierie logicielle, de par ses livres, ses conférences. On lui doit aussi JUnit, donc une librairie de tests qu'il a conçue avec Eric Gama. Et il a dit, je ne suis pas un grand programmeur, je suis un bon programmeur avec de magnifiques habitudes. Il a écrit Extreme Programming Expliqué. Dans ce livre, il théorise des valeurs, des principes et des pratiques. Parmi les valeurs, il y a la simplicité et le feedback. Très important, le feedback. Niveau principe, l'amélioration, la qualité, l'idée qu'on peut toujours faire mieux, et la notion de petits pas. Niveau pratique, on peut retrouver la livraison continue, ou encore le développement piloté par les tests, qui nous intéresse aujourd'hui. Le sous-titre de son livre, c'est « Embrasser le changement ». Il y a vraiment cette idée que tout au long de la création d'un logiciel, on doit être capable de s'adapter. Et pour ça, on doit pouvoir récolter du feedback à chaque étape. Prenons l'exemple de la livraison continue. Donc plutôt que d'attendre des mois, voire des années avant de confronter notre solution à l'utilisateur final, on va livrer en continu, donc itérer encore et encore, récolter le feedback de l'utilisateur et s'adapter aux besoins. Au niveau de l'implémentation, le TDD, c'est une manière de récolter du feedback. Quelques petits prérequis avant de vraiment se lancer dans le TDD. Donc on va utiliser des tests. On a envie justement que ces tests soient pertinents. Et pour ça, il y a cet acronyme FIRST pour fast, rapide, isolé, répétable, auto-vérifiant, pertinent et écrit au bon moment. Donc c'est des petits critères à respecter pour avoir des bons tests. Et qu'est-ce qu'on n'est pas le TDD? C'est pas juste écrire des tests. C'est pas du test after. Là, il y a une notion de timing qui est assez important. Moi, c'est ce que je faisais jadis. C'est-à-dire que j'écrivais ma solution, et puis j'écrivais ma solution test. Donc c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas du TDD.
C'est pas non plus du test first. Donc ça, c'est rien à voir avec l'acronyme. C'est aussi ce que je faisais pendant ma période de transition et que je fais encore selon mon besoin. C'est écrire mes tests, puis après ma solution. Donc il y a des petites nuances qui fait que c'est pas exactement du TDD. On les verra plus tard. C'est pas non plus une silver bullet. Donc il n'y a pas de solution miracle. Donc là, on va décortiquer lettre par lettre, en commençant par la lettre T pour test. Donc les tests, ça a plusieurs plus-values. La première, la plus évidente, c'est que ça va nous permettre de valider notre implémentation sans avoir à lancer l'application. Nos tests, on va les automatiser. Ça va nous permettre de les lancer régulièrement et ça va nous prévenir des régressions qu'on va pouvoir réparer le plus tôt possible. Et les tests bien écrits, normalement, c'est aussi de la documentation. Et ça fait plaisir. Quand on écrit un test, dans le cadre du TDD, on écrit notre compréhension d'une partie du problème, donc un comportement de notre fonctionnalité, avant de l'implémenter. C'est vraiment très important. Le fait de le faire avant de l'implémenter, ça vous empêche de tomber dans le travers de tester des détails d'implémentation. Ce type de test qui se base sur les détails d'implémentation, c'est des types de tests qui vont mal évoluer, et ça on ne veut vraiment pas. Donc on va s'assurer que notre test, première baby step, qui échoue, qu'elle doit échouer, ça va nous permettre de nous assurer que notre comportement n'est pas déjà implémenté, que notre test est pertinent, qu'il n'y a pas une petite erreur qui s'est glissée. Donc lancer nos tests régulièrement, c'est vraiment essentiel. Ça va nous permettre de récolter du feedback rapide, parce que nos tests sont rapides. Et nos tests sont aussi écrits au bon moment, donc en même temps que notre code de production, et même un tout petit peu avant. Ce qui nous amène à notre deuxième mot-clé, driven, guidé. Quand on fait du TDD, notre objectif, c'est pas vraiment d'écrire des tests. C'est plutôt d'être guidé vers une certaine destination et d'une certaine manière. On va suivre des étapes bien précises, des baby steps, avec lesquelles on va itérer encore et encore. Notre toute première étape, ça va être de lister les besoins métiers qu'on va vouloir tester, donc implémenter. Et puis après, on va écrire, notre première baby step, ça va être d'écrire un test qui échoue, donc un test qui équivaut à un comportement. Si je prends l'exemple d'une calculatrice avec la division, donc je peux diviser 10 divisé par 5, ça me fait 2. Ok, c'est un comportement. Il s'avère qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça échoue? Est-ce qu'il se passe rien? C'est un autre comportement, donc un autre test. Donc je lance, je vérifie qu'il échoue. Et puis j'écris juste le code nécessaire pour le faire passer au vert. Donc on va essayer d'être le plus simple possible. De manière un peu paradoxale, c'est une étape qui m'a bien pris la tête dans mon apprentissage. J'essaie d'être super simple, alors qu'au final, aujourd'hui, je me rends compte que cette simplicité, elle est relative à mon rapport au problème. Donc on va dire qu'on va essayer que ça soit facile. Donc une fois que j'ai écrit le code qui le fait passer au vert, j'ai comme une sorte de ceinture de sécurité qui me dit « Ok, comportement validé, je vais pouvoir avancer vers ma prochaine baby step, qui est le refactoring. » C'est-à-dire modifier notre code sans altérer son comportement. Cela dit, au sein d'une petite itération, ce n'est pas forcément une étape obligatoire. C'est à nous de jauger sa nécessité. Donc, comme je viens de le dire, on va vouloir passer au vert de la manière la plus simple possible. On ne veut pas se prendre la tête. Pour ça, Ken Beck propose quelques stratégies d'implémentation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces stratégies d'implémentation ? Non, ok. Donc il s'agit du fake it, de la triangulation et de l'implémentation évidente. On va les voir plus en détail. En commençant par l'implémentation évidente. Notre première stratégie. C'est celle qu'on va adopter quand on a une idée assez claire et précise de notre solution. Donc c'est un peu comme cette image qui représente une route en forme de flèche droite, on va aller droit au but. Prenons l'exemple d'une calculatrice avec l'addition. Donc j'ai 1 et 2 dans mon test et je vais vérifier que c'est bien égal à 3. Implémentation évidente, j'utilise l'opérateur plus, tout simplement. Le fake it, là on va faire mine d'avoir la solution, alors que pas vraiment. Pour les exemples, là je vais utiliser FizzBuzz, donc c'est un kata dans lequel les règles c'est on a un nombre qu'on doit convertir. S'il est divisé par 3, ça sera fizz. Divisé par 5, ça sera buzz. S'il est ni divisé par 3, ni divisé par 5, alors ça sera juste le nombre. Donc on va aller sur cette dernière option, avec un test qui vérifie que quand il est ni divisé par 3, ni divisé par 5, on a juste le nombre, ici 1. Je fais quitte, donc je mets en dur mon attendu.
Donc on peut avoir une petite redondance entre le code de test et le code de prod. Je vais nettoyer ça à l'étape du refactor, et hop, j'ai une solution plus pertinente. Ce qui est intéressant avec le fake it, c'est que d'une part, il y a le côté rassurant du test qui est passé au vert. En tout cas, moi, ça me rassure. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir vraiment un objectif précis. Ça va nous empêcher de faire trop de choses à la fois, de nous éparpiller. Notre troisième stratégie, la triangulation, c'est celle qu'on va adopter quand on n'a pas une idée claire et précise de notre solution. On va utiliser chaque test comme une sorte de pièce de puzzle qui, assemblée l'un après l'autre, va nous permettre de voir la big picture. Donc là, je m'attaque à FIS avec le numéro 3. Donc je suis très précis, je ne m'occupe que du numéro 3. Je fais passer ça au niveau code de prod en disant tout simplement, quand mon nombre est égal à 3, alors je veux récupérer FIS. J'écris un deuxième test, là c'est 6 qui va me retourner FIS. Encore une fois, je suis très précise, je ne m'occupe que de 6. Et je fais passer ça encore de manière très simple. Quand mon nombre est égal à 6, alors on retourne FIS. À cette étape-là, je peux me dire, ok, je vais faire ressortir une règle, je refactor, et hop, je précise donc que quand mon nombre est divisible par 3, alors je retourne FIS. Je pourrais même extraire une méthode. Donc on peut constater que pour un même comportement, on a plusieurs tests. C'est ce que nous invite à faire la triangulation, créer des tests intermédiaires. Après, on va pouvoir les nettoyer. Donc là, j'ai opté pour paramétrer mes tests. Et donc, ça me fait ressortir cette règle donc, pour un test. Donc, quand mon nombre est divisible par 3, alors j'ai FIS. Car nos tests aussi méritent d'être refactorés, méritent d'être optimisés, qu'on prenne bien soin d'eux. Grâce à mes baby steps et mes stratégies d'implémentation, je vais pouvoir itérer encore et encore pour avancer dans mon développement vers ma solution. Et tout le long de ce développement, je vais pouvoir profiter d'un feedback. C'est un des grands intérêts du TDD. Profiter d'un feedback constant. C'est l'extrême contraire de ce que je pouvais vivre avant, avec mon effet tunnel où j'avançais dans le noir encore et encore. Là, c'est plus comme avancer avec un GPS. J'ai ma direction, j'avance, et si je me trompe, je suis alerté, je me réadapte, et puis je continue mon petit chemin jusqu'à arriver à destination, donc jusqu'à arriver à une solution satisfaisante. Ah, et ce feedback, il peut avoir différentes formes. Donc il y a le fait que le test passe au vert ou au rouge, mais il y a aussi le fait de ressentir la difficulté dans l'écriture du test. C'est peut-être un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui a été mal compris, peut-être l'occasion d'aller discuter avec le métier, par exemple. Tout au long du développement, on va aussi pouvoir refactorer en toute sécurité. C'est encore un des grands intérêts du TDD. Donc le refactoring, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement quand rien ne va plus, on peut le faire n'importe quand. Et justement, le TDD nous encourage à le faire constamment. Sur le sujet, il y a le livre Refactoring de Martin Fowler. Et ici en image, c'est une photographie qu'il a prise et qu'il utilise pour la couverture de son livre. Martin Fowler a dit « N'importe quel idiot peut écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre. De bons programmeurs et programmeuses écrivent du code que les êtres humains peuvent comprendre. » Donc le refactoring, c'est vraiment une étape clé. Que notre code fonctionne, c'est la base, mais c'est pas suffisant. Autant voir notre code comme un outil de communication qui doit être capable d'accepter le changement, qui doit être manipulé par d'autres personnes et évoluer dans le temps. Donc en refactorant, on va veiller à ce que notre code soit facile à comprendre, donc lisible, et peu coûteux à modifier, donc maintenable. Et pour ça, on va essayer d'avoir une petite boîte à outils avec des concepts et des principes de programmation qui vont nous inspirer tout le long du refactoring. Donc ces concepts, il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est intéressant de les connaître. Moi, d'une part, ça me rassure de savoir que si je vais dans telle ou telle direction, c'est pas juste pour faire joli, mais parce que voilà, j'ai mes raisons, j'ai mes petits concepts qui m'y encouragent. Et aussi, en travaillant en équipe, ça va permettre d'avoir un vocabulaire commun pour mieux se comprendre. Quand on va proposer des modifications, ou encore devoir justifier nos choix. Donc voilà, ça c'est une liste non exhaustive. Chacun mériterait sa petite conférence. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a le S de Solid qui est donné dans une autre salle. Au final, c'est quoi le TDD ? Je pense qu'on peut dire que c'est un workflow de programmation grâce auquel on va pouvoir profiter de feedback tout le long et refactorer en toute sécurité. D'ailleurs, le refactoring, l'importance apportée au refactoring, c'est un de ces aspects qui fait qu'on n'est pas juste dans du test first, mais vraiment dans du TDD. Avec la notion de baby step, qui fait qu'on va
on va pas tomber dans l'over-engineering, mais en même temps, on va quand même être poussé à optimiser constamment notre code. L'objectif étant de produire du code qui soit capable d'accepter le changement. Mon quotidien depuis que je travaille avec le TDD. Bah déjà, j'ai plus le syndrome de la page blanche. J'ai ma petite roadmap, je suis guidé, c'est plutôt sympa. Moins de charge mentale aussi, ça fait beaucoup de bien. Et du code plus testable. Donc, puisque notre code est issu de tests, il est forcément plus testable. Et je pense pouvoir dire que du code plus testable, c'est du code plus maintenable. Il n'y a pas très longtemps, donc j'étais sur un nouveau projet, sur ma première fonctionnalité, je suis trop fier et tout. Je pense que j'avais bien posé les questions en amont pour être sûr de ne pas être dans le faux. Et puis, il s'avère que finalement, on me dit « Ah non, il faut aller dans une autre direction ». La panique, je suis triste, je me dis « Oh là là, il faut tout recommencer ». Et finalement, quand je regarde vite fait le code, non, le changement aurait pu être assez évident. Bon, le métier a changé d'avis, donc j'ai pas eu à changer du tout, mais voilà. S'il rechange encore d'avis, ça va, je suis prête. Concluons. Je pense que c'est important de voir notre code et nos tests comme des outils de communication qui doivent être capables d'évoluer, d'accepter le changement. Et pour ça, pourquoi pas se mettre au TDD, qui est un workflow de programmation qui va justement nous pousser à produire du code plus lisible et plus maintenable. Et profiter d'un feedback constant pour plus de sérénité. Douter, c'est tester. Je pense que cette phrase, on l'a tous et toutes entendue, sûrement au moins une fois, mais dans l'autre sens. Et pour une raison qui m'est obscure, on l'a dit de manière négative. Pourtant, je pense que écouter nos doutes et écouter nos sentiments, c'est plutôt une bonne chose. Ça va nous permettre de nous adapter à la situation. Et quand on est dev, utiliser des tests, et peut-être aussi en particulier la méthode du TDD, ça va nous permettre d'amoindrir ce doute. Dans son livre TDD par l'exemple, Ken Beck, il explique que quand il implémente, il peut se sentir en insécurité. Il emploie même le terme de peur. Et justement, dans ces cas-là, il va utiliser le TDD pour avancer, pour se sentir plus en confiance quand il développe. Je me retrouve pas mal dans ses propos. Et si c'est votre cas aussi et que le TDD vous intéresse, peut-être tenter en y allant petit pas par petit pas, en commençant par des katas, par exemple. Donc voici quelques ressources. Évidemment, il y a du Ken Beck, il y a du Martin Fowler. Si les katas vous intéressent, Emily Bash, elle a un repo GitHub avec plein de katas. Elle a aussi une chaîne YouTube très pédagogique avec sur le TDD, le refactoring, entre autres. Donc voilà pour moi. N'oubliez pas les feedbacks, c'est super important. C'est nouveau pour moi d'aller sur scène, donc je suis très en demande de feedback. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pourquoi vous avez abandonné les TDD ? C'était quoi l'obstacle ? C'est dur. Non, c'est dur. Du coup, je me disais, déjà, j'oubliais parfois. J'étais dans une fonctionnalité, j'étais avancé, puis je dis, flûte, j'ai oublié de commencer vers mes tests. Donc j'oubliais, donc c'était vraiment un truc d'habitude. J'ai l'impression que quand notre rapport au code, il est vraiment lié à nos habitudes, à nos marques kinesthésiques, qui fait qu'il y a un besoin d'être rééduqué pour pouvoir vraiment changer ces habitudes-là. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ok, pourquoi j'y arrive pas ? En fait, changer ma manière de travailler, ça va pas arriver du jour au lendemain. Donc, je vais aller tout doucement, juste en me donnant cet objectif de commencer par écrire d'abord mon test. Et puis après, petit à petit, je vais commencer à ajouter des trucs comme les stratégies que j'expliquais. Petit à petit. Après, je dois avouer que ce qui m'a vraiment changé la vie par rapport à ça, c'est de changer de boîte et de me retrouver dans une mission avec un développeur qui s'y connaissait vraiment. On pair programmait ensemble et du coup, il me poussait justement dans mes retranchements. Quand j'oubliais d'y aller petit pas par petit pas, il me tapait presque sur les doigts pour me dire non, attends, tu vas trop vite. Et donc ça aide beaucoup. Ouais. Encore une autre ? Oui. Est-ce que le TDD, ça s'applique à des situations particulières ou est-ce que ça doit être systématique quand on développe ? Pour moi, c'est quand tu as un problème à résoudre qui est plutôt complexe. Si vraiment tu es en train de coder un truc qui est très passe-plat, comme par exemple au niveau, je travaille pas mal avec des mappeurs, je dois juste mapper une donnée de l'un à l'autre. Là, je vais plutôt faire du test fort. Je vais écrire mon test avant, mais je suis pas dans une quête
de solutions complexes. Je sais déjà ce qui va se passer. Donc j'écris juste mon test avant parce que vraiment j'aime bien, c'est rassurant. Parfois, l'air de rien, il peut se passer une petite erreur, et le fait d'écrire les tests avant, je pense que ça peut quand même nous alerter. Mais là, je suis pas dans une pratique du TDD parce que je suis pas dans une recherche de solutions complexes. D'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. Merci. Je voulais simplement savoir, est-ce que vous pouvez nous repasser la dernière slide juste avec oui. Voilà, merci beaucoup. D'autres questions? Il n'y a pas très longtemps, il y a vraiment quelques jours, Ken Beck il a donné une conférence sur le TDD où justement il démystifie un peu tout ce qui est dit sur le TDD. Déjà, il parle de son histoire par rapport à la pratique et aussi tous les préjugés qu'il peut avoir dessus, il les casse un peu. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. J'aimerais beaucoup amener le TDD dans mon équipe, mais j'ai peur que ça entraîne des coûts supplémentaires. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des petits conseils ou des idées que je pourrais apporter à moi N+1 pour dire ça va coûter un peu plus cher, mais franchement c'est bien. Déjà, pourquoi est-ce que tu veux apporter le TDD dans ton équipe? Il faut que ça réponde à un problème, je pense, pour pouvoir et que les gens soient embarqués. Et moi, j'avoue, c'est quelque chose que j'essaie. Je suis dans une équipe où on fait pas du TDD. Et je n'arrive pas. J'aurais fait cette présentation. Ils sont là. Mais oui, t'as raison. C'est trop bien le TDD. Ça a l'air génial. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un côté démarche personnelle. Ça, c'est mon avis, qui fait que s'ils veulent pas s'y mettre, parce qu'effectivement, c'est pas facile de changer nos habitudes. Ça viendra pas. Peut-être essayer pour vraiment que ça change, il faudrait peut-être faire appel à un coach ou suivre des formations. Je sais pas. Mais du coup, il faut demander aux gens au-dessus. Et pour les convaincre, il faut évidemment dire, il y a un pain point. Voilà, j'ai identifié, je pense que la solution, ça peut être ça, et pour les encourager à vous aider à pouvoir changer vos habitudes. Très bien, merci. D'autres questions? Bien. Eh bien, merci, et puis... N'oubliez pas les feedbacks. Oui, n'oubliez pas les feedbacks, important. Et puis, on va vous accueillir en pause maintenant, à côté.